Chacun peut comprendre qu'on vient à l'école habillé d'une façon, disons, je dirais républicaine, c'est-à-dire qui permette une plus grande égalité entre tous. Je pense que le bon sens vaut mieux qu'un long règlement en la matière. Et après, quand on éduque, il faut accepter que les parents ils expliquent aux enfants un peu des règles, mais les enseignants ils doivent aussi un peu en expliquer. Salut Briba, salut Bribeuses, et bienvenue dans ce 12e épisode. Comme l'ont annoncé ces messieurs Blanquer et Macron cet été, et à la rentrée, c'est tenue républicaine exigée. Mais au fait, c'est quoi une tenue républicaine exigée? J'ai écouté leur allocution et les sketchs pour tenter à mon tour de vous expliquer. Rien à faire, je n'y parviens pas. Alors du coup, j'en reviens à mes audios poétiques. Bon, et sinon, moi, c'est Johanna. Et vous écoutez Bribes de minuit, un podcast poétique dédié aux écrivains d'un jour ou de toujours, poètes la nuit et aussi parfois le midi. Ce podcast part de l'envie de partager de la poésie et se veut communiquer des moments d'évasion à des auditeurs en mal d'inspiration, confinés entre 1 ou 2 pages blanches, 3 répétitions ou quelques instants d'insouciance. Un dimanche 2 fois par mois, je vous révèle les poésies de bribeurs qui ont épousé l'anonymat, côtoyé le doute, mais aussi les écrits de poètes ou poétesses qui souhaitent partager leurs pensées noires ou leurs réflexions bucoliques. Aujourd'hui, je reçois Héloïse. Héloïse nous vient de Toulouse, elle est aujourd'hui journaliste et c'est toute petite qu'elle découvre le goût de la lecture à travers ses boîtes de céréales, les magazines de ses parents et parfois même les encyclopédies. Elle s'assied alors à l'écriture et réussit même à inventer tout un monde fantastique pour en faire une nouvelle. Le week-end, elle fait de ses personnages ses compagnons et réussit ainsi à exorciser quelques-unes de ses émotions. Ce n'est que plus tard qu'elle se lance dans la poésie, en découvrant des textes engagés et féministes. Héloïse écrit maintenant ses poèmes militants, parfois même intimistes sur Instagram, et comme vous avez pu le deviner, aujourd'hui on parlera de crop top. Mais pas uniquement, il n'y aura rien d'érotique, en tout cas pas encore. Non, on évoquera uniquement la sexualisation des corps. Je n'en dirai pas plus, je vous laisse découvrir ce nouvel épisode à travers la voix d'Héloïse. Salut Héloïse, comment tu vas? Ça va très bien. Comment s'est passée ta semaine? C'était un peu compliqué avec le travail et tout ce qui se rapporte à la vie en règle générale, mais bon, c'est l'été, c'est une des périodes que je préfère, c'est là où on peut être le plus optimiste et croire le plus en l'avenir, je pense. Ça fait un peu le renouveau pour moi l'été. C'est pas forcément le printemps, mais plus l'été et de quoi repartir du bon pied, quoi. Donc voilà, tu es écrivaine et journaliste. Tu es poétesse et je t'ai rencontrée via Instagram, comme la plupart de mes interviewés. Tu aimes écrire des histoires depuis toujours et tu aimes aborder des sujets qui majoritairement te révoltent dans des formats courts et c'est ça qui est bien avec la poésie justement, c'est qu'on peut dire pas mal de choses en peu de lignes. Et voilà, et tu te lances même dans une première nouvelle à 7 ans apparemment. Et tu dis que tu n'as jamais arrêté d'écrire et que même petite, tu lisais tout un tas de choses, une quantité astronomique de livres, les encyclopédies, dictionnaires, même les boîtes de céréales, les BD, les Gémir aussi, je crois. Normal. Moi, grosse fan de Tom Tom et Nana. Je ne lisais pas toujours tout le contenu, j'allais tout de suite vers le Tom Tom et Nana. Ouais, je faisais un peu pareil. Je lisais ce qui m'intéressait le plus au début et à la fin, ce qui m'intéressait le moins. Je me disais, hop, c'est bon, c'est fini, mais je voulais tout finir quand même. Et tu dis que tu es de nature angoissée et que c'est justement grâce à la poésie un petit peu, grâce à l'écriture en tout cas, que tu arrives à canaliser ton anxiété, qu'il te suffit d'un papier et un stylo pour t'évader. Et au collège, justement, après les cours, tu passais tes heures à créer des personnages pour oublier ton quotidien. Et voilà, et dans ces textes, tu te livres sur tes peurs, tes envies, ta colère. D'une certaine manière, tu aimais exorciser par l'écrit toutes tes angoisses, tout ce que tu n'aimais, que tu n'arrivais pas à partager avec les autres. Ouais. C'est sûr que c'était compliqué. Enfin, quand on est adolescent, on a l'impression qu'on est compris par tout le monde, que personne ne vit les mêmes choses que nous, qu'on est à part. Des fois aussi, on se fait des mélodrames un peu tout seul de notre côté, mais l'écrit, ouais, c'est quelque chose qui m'a permis de me dire que j'avais le droit de m'exprimer. Bon, je le faisais pas devant tout le monde, mais ça me permettait
de mettre de côté, de poser, et puis de me dire, en relisant ce que j'écrivais, de me dire qu'en fait, c'était pas grave, c'était une passade, c'était comme ça. Et longtemps, quand j'écrivais, c'était des histoires, mais c'était des choses sur ma vie. En fait, j'avais besoin, j'étais vraiment très angoissée. Et en fait, ces périodes d'angoisse où je broyais du noir constamment, il fallait que je l'écrive, que ça sorte, parce que j'avais personne en fait à qui dire, que ce soit des amis. Déjà, des amis, c'était un peu compliqué pour moi d'en avoir. Avec ma famille, c'était pareil. En général, mes parents voulaient pas trop entendre. Pour eux, enfin, mes soucis, ils n'avaient pas lieu d'être, quoi. Donc, du coup, j'écrivais ça et c'était pour moi et ça restait pour moi et j'avais plus besoin de m'en préoccuper après. Je me disais, bon, c'est là, c'est dans mon carnet, c'est écrit, maintenant je l'ai sorti et je vais essayer de vivre une vie normale, en fait. C'était ça, c'était essayer un peu de me débarrasser, quoi, de mettre dans une boîte, de mettre dans un carnet et de m'en débarrasser et voilà. Mais maintenant, ça va mieux, mais pendant très longtemps, ouais, l'écrit, c'était vraiment exorciser, en fait, tout ça. Maintenant, j'exercise ouais, les choses qui m'énervent dans la société. C'est plus moi, c'est la société. Et tu dis aussi que justement, c'est très récemment ou plus tard, je ne sais pas, que tu t'obliges à écrire justement pour pousser plus loin dans la réflexion à travers, comme moyen, principalement la rime, parce que ça t'aide à finaliser un peu ce que tu as envie d'exprimer. Je trouve que ce travail ouais, de faire des rimes, c'est que ça oblige en fait à pousser son vocabulaire aussi, parce qu'il y a parfois des mots qui me viendraient sans réfléchir à une rime, qui me viennent. Et il y en a d'autres, quand je cherche des rimes, je me dis, ah, mais en fait, ce mot, il est bien mieux, et puis cette tournure de phrase serait beaucoup mieux comme ça. Et parfois, ça me permet aussi d'être plus synthétique, ou même de pousser parfois ma réflexion. Je me dis, au départ, en général, j'écris sans réfléchir, ou en fait, au rime, j'écris comme ça me vient. Et c'est après où je fais ce travail de rime, en fait, qui parfois me prend plus de temps que d'écrire le texte. Mais des fois, ça m'oblige ouais, vraiment à tout réécrire et à trouver aussi d'autres phrases qui sont plus justes. Et je trouve que tout de suite, c'est plus impactant. Et un texte, enfin, quand j'ai fini toutes les rimes, je le trouve forcément à chaque fois beaucoup mieux que ce qu'il était au départ. Et c'est un travail que je faisais jamais, que je trouve super. Parce que avant, ouais, la poésie, c'est pas quelque chose qui m'attirait vraiment, pas du tout. Je trouvais ça un peu, comme je disais, quand on est en cours, on étudie des textes très classiques, des choses dont on se sent assez éloigné en fait. Et je trouvais que c'était une forme très rude, très pas soviétique, je dirais pas ça, mais c'est assez. C'est C'était austère, trop. même pour écrire, c'est pas assez libre que de toute façon, parce que moi, la seule fois, on m'a demandé d'écrire une poésie pour le bac, les examens blancs, etc., c'était un sonnet, quoi. Donc, c'est très limité. Donc, pour essayer d'exprimer ce que tu as envie de dire et en plus respecter, c'est vraiment très dur. En tout cas, quand on est jeune, mais là, voilà. Oui, oui, et puis en plus, on nous mettait tellement de règles, des règles que je comprenais même pas. Quand on nous demandait aussi de lire des poèmes et qu'il fallait avoir une certaine intonation, j'étais perdue. À chaque fois, je me disais, mais je ne sais pas. Je sais pas comment bien lire. Je sais pas. Je trouvais ça super compliqué, en fait. Alors que comme je disais, je lisais tout, en fait, sauf de la poésie, vraiment. Et c'est vraiment venu plus tard, du coup, avec Instagram, en fait, que je me suis dit que ça n'avait pas besoin d'être aussi formel et que ça pouvait être cool et que ça pouvait être dans l'air du temps aussi, quoi, parce que pour moi, la poésie, avant, c'était pas du tout dans l'air du temps, c'était quelque chose bah, de, de passé, voilà. Alors que après, je lis des romans aussi qui sont je lis des romans et des livres qui sont aussi assez anciens. Par exemple, j'aime beaucoup Zola comme auteur, mais je sais très bien que des auteurs comme Baudelaire, des poètes, je sais que j'ai du mal. Je vais lire, mais je ne vais pas y trouver de plaisir, quoi. Alors que la poésie, vraiment, qu'on peut lire sur Instagram, il y a ce plaisir-là, quoi.
Mais Et- ça me fait le même effet. C'est aussi pour ça que j'ai commencé je me suis remis dans la poésie contemporaine aussi. C'est parce que, enfin voilà, Baudelaire, à cette époque, il me faisait cet effet-là. Et récemment, bah, j'ai tout rangé ma bibliothèque et il me fait toujours cet effet-là. Quand j'ai repris son livre, je me suis dit, je vais me remettre dedans. ouais, J'ai pas réussi, sincèrement, j'ai pas réussi. C'est bien ouais. écrit, mais en fait, c'est pas une question de style d'écriture ou c'est plus que déjà la thématique ne me parle pas, je n'arrive pas à m'identifier. Mm. Et ça, c'est un des trucs majeurs chez moi, c'est dans des bouquins, il faut que j'arrive à m'identifier, ne serait-ce qu'à une émotion. Si je peux pas Ouais. m'identifier au personnage, laisse-moi quelque chose qui puisse, enfin une émotion à laquelle je pourrais, ou un sentiment qui pourrait m'emporter ou dans lequel je me reconnaîtrais. Et c'est un truc qui m'est jamais arrivé avec Baudelaire. Mais je ne dénie pas son génie, c'est juste que bah, voilà, j'arrive pas à me Ouais. mettre dedans. Ouais, Non, bah, c'est pareil, mais du coup, la poésie au début, ouais, je n'étais pas du tout attirée parce que bah, c'était en plus, c'est un art qui est vachement, comment dire, qui est vachement mis en avant, auquel on peut pas trop toucher non plus, qui est sacré. Et, euh, enfin, alors que je trouvais pas que ça le méritait. C'est un peu horrible hein, de dire ça, mais je trouvais pas que ça méritait autant en fait de compliments, de fleurs, enfin, oui, qu'on envoie autant de fleurs en fait à la poésie, alors que quand j'ai découvert sur Instagram tous ces gens qui écrivaient, déjà, je savais même pas, j'ai vraiment découvert par hasard. Et je me suis dit, mais en fait, c'est super, quoi. En fait, ça peut être vraiment intéressant. Et là, ça mérite d'être mis en avant. Mais ça ne l'est pas. Mais pas encore. c'est comme ça. Pas encore, voilà. Mais tu dis justement, bah, Rupicor que tu as découvert à travers Instagram, qui t'a un peu donné ou motivé, je sais pas, peut-être, si ça se trouve, à écrire aussi. Ouais, en fait, c'est une amie qui m'en avait parlé. J'avais lu une fois un de ses textes, mais ouais, il m'avait marqué, mais j'avais pas forcément cherché plus d'informations sur l'autrice, du coup. Et en fait, c'est une amie qui m'en a parlé. Et puis, je me suis renseignée, en fait, sur la poésie, du coup, sur Instagram. J'ai, j'ai, euh, j'ai pas mal lu ce qu'elle avait pu faire, etc. Et, après, je crois que je me suis un peu perdue sur l'Instagram de la poésie. En fait, c'est grâce à elle, ouais. Du coup, dans l'entremise, du coup, de ça, de la découverte, en fait, de son compte Mais il et faut de dire que d'autres. son compte aussi, il est très clair et enfin, coloré, mais à la fois espacé, donc c'est facile à lire aussi, je crois. Et le tien aussi, Ouais, d'ailleurs. ouais, j'essaie. Mais en plus, enfin, elle a le talent aussi de savoir dessiner que je n'ai pas. Mais du coup, ouais, c'est vraiment sympa. Et puis, oui, c'est très graphique en fait aussi. Et c'est ça que j'ai aimé aussi. C'est vrai. Parce que mon compte Instagram personnel, il n'est absolument pas graphique comme celui que je peux avoir avec ma poésie. Et mais je trouve que c'est vraiment important d'accompagner la poésie aussi par le visuel. Je trouve que ça apporte aussi un petit truc en plus. Parce que j'essaie de trouver quand même des illustrations qui ont un rapport entre elles, quoi. Enfin, qui ont un rapport avec le texte, quoi. Et du coup, Héloïse, le poème, en fait, qui m'a interpellée vachement, c'est celui sur le décolleté, justement, qu'on va lire aujourd'hui et que tu as écrit en réaction à l'actualité c'était septembre ou octobre, donc enfin, à la rentrée de toute façon 2020. Et je vais te laisser parler du contexte si tu en as quelques souvenirs. Ouais, je l'avais écrit ce poème en fait parce que bah, déjà, oui, il y avait eu des propos des ministres, n'est-ce pas? Je ne sais plus lequel c'était. Bah, je crois que c'était Blanquer, hein, ministre de l'Éducation, il me semble, qui avait abordé le sujet de ce qu'on peut porter à l'école ou non, et qui fait encore polémique, et toujours, hein, même quand on était petit, c'était pareil. Le fait de pouvoir porter ou non des shorts, justement des décolletés, de pouvoir montrer son nombril ou pas. Et donc j'avais réagi par rapport à ça, parce que forcément, même quand j'étais au collège, enfin, ça me révoltait, ça m'a toujours révolté de toute façon. Et puis il y avait eu aussi l'histoire de cette fille qui n'avait pas pu, enfin, dont on avait refusé son entrée dans un musée parce qu'elle avait soi-disant un décolleté qui ne correspondait pas aux règles, alors qu'il n'y avait absolument pas dans les règles du musée
de choses qui disaient non, il y a pas le droit de mettre de décolleté. Alors, voilà. Donc c'était vraiment c'est vraiment ce genre de choses qui m'énerve en fait, d'obliger les femmes à se couvrir ou à se découvrir, hein, les deux, hein, c'est toujours pareil. Et puis ce jugement constant, alors que qu'on devrait plutôt réfléchir, enfin, comment dire, on devrait plutôt réfléchir à dire aux garçons et aux autres filles aussi qu'on a le droit de s'habiller comme on veut et qu'en fait, déjà, ça ne nous définit pas. Et puis, on n'a pas à juger de comment on est et de ce qu'on porte et que ça n'a rien enfin, ça n'a rien de vulgaire ou de jeu. Enfin, je ne sais pas ce que ce sont leurs arguments, en fait, que soi-disant, ça perturbe peut-être les garçons pendant les cours, ou les professeurs même. Mais Moi, j'ai jamais voilà. eu l'impression que ça gênait quelques professeurs que je sors. Moi, je sais que, enfin, j'ai eu pas mal de problèmes. J'ai été déjà reprise au collège, lycée, surtout au lycée, pour tenue incorrecte ou quoi. Je pense que la première fois, en fait, c'était hyper anodin. Je pense que j'avais justement un crop top, c'était pas le surveillant, c'était, comment on appelle ça, enfin, les responsables de section, responsables seconde ou première, qui m'a fait une réflexion, qui m'a touché le nombril et j'ai dit bon. Tu vois, enfin, j'avais pas trouvé ça déplacé à l'époque et j'interprète toujours pas. Ouais. C'était une façon de charrier, je pense. Bon, voilà, je me suis pas fait prise plus que ça. Je pense que c'est une prof, une fois, qui m'a dit, enfin, mon talon, ça n'allait pas. À l'époque, j'étais à l'internat et qu'effectivement, il fallait que je retourne à l'internat. Enfin, c'était un pantalon, hein, mais ça ne lui convenait pas. Donc, il a fallu que je le change et que j'aille à l'internat. On m'a fait ouvrir, normalement, c'était hyper exceptionnel. Donc, pour une Mm. tenue vestimentaire, ouvrir et déranger la directrice juste pour ça. Je trouvais ça vraiment un peu absurde à l'époque. Et je pense une troisième fois, une troisième occasion, c'était quand j'étais au lycée. C'était un jean, encore un pantalon qui était déchiré. Pourtant, j'avais un collant en dessous, mais voilà, c'était un pantalon déchiré. Et je pense que c'est à la mode depuis les années 90. Ça ne changera pas, Mm. je crois. C'est pour ça. Alors que quand j'étais gosse, je pense que j'ai mis pas mal de jupes en primaire et qu'on m'a jamais réfléchi. Donc je pense que enfin, dès que le corps de la femme se sexualise et Mm. enfin, qu'il y a une différenciation sexuelle qui se fait, c'est à partir de ce moment-là qu'on commence à avoir à nous Ouais. lancer des petits pics comme ça, implicitement. Et contrairement, je regardais justement une interview de Natacha Polony récemment, et juste, contrairement à ce que Natacha Polony dit, c'est pas les réseaux sociaux qui nous influencent à porter des crop tops. Non, les crop tops, en Mm. fait, ils existaient avant. Et Ouais. déjà bien avant, on avait conscience de notre corps, qu'on commence à Ben, conscientiser ces atouts-là très jeunes et que voilà, on n'a pas besoin d'Instagram pour avoir envie de s'habiller de telle ou telle bah, manière. non, la preuve, c'est que dans les années 90, c'est là où il y avait le plus de crop top, je pense, et de taille basse. Alors, je pense qu'il n'y avait pas absolument pas de réseaux sociaux. Bon, là, ils vont nous dire, oui, c'était la photo star. Mais c'était toujours la faute, en fait, de tout, j'ai l'impression. Ça peut jamais être sans cause. C'est toujours, enfin, il y a toujours un bouc émissaire, en fait, à les écouter. Mais après, moi, je sais que personnellement, pour les vêtements, j'ai pas eu trop de réflexion, mais je sais que moi, il y a quelque chose qui m'a marqué, c'est quand j'étais en cinquième, j'avais une amie qui était déjà formée et qui avait déjà une poitrine assez importante pour son âge. Et elle mettait des t-shirts qui étaient en col V, quoi. Enfin, elle s'habillait, bon, elle mettait un t-shirt en col V, quoi, et on voyait à peine ses seins, mais on voyait ses seins. Et il y a des professeurs, plusieurs, qui sont venus la voir et qui lui ont dit que c'était pas correct qu'elle s'habille comme ça, alors qu'elle avait 12 ans. Parce qu'elle avait Voilà. pas de soutien, c'est ça. Donc il faudra imposer le port du soutien aussi. Non, si, ouais, si, elle avait un soutien, mais juste, il lui disait qu'on voyait trop, c'est ça, en fait. Ok. Qu'elle avait trop de décolleté, quoi. Alors qu'elle avait 12 ans et que, voilà. Qui commençait à peine à se former. Enfin, moi, ouais, c'est ça, mais moi, enfin, vraiment, ça m'avait marqué parce que, bah, déjà, la pauvre, de voir tous les garçons l'embêtaient avec ça, forcément au collège, quoi. Et de surcroît, les professeurs lui disaient qu'elle devait cacher ça, quoi. Enfin,
J'ai trouvé ça vraiment horrible. Et puis elle a plus rien dire, quoi. Elle avait 12 ans. Qu'est-ce qu'on peut répondre aux professeurs qui sont d'autorité quand ils disent ça, quoi. Ouais, je sais Mais pas bon. si j'étais un peu Et rebelle, mais sur la tenue vestimentaire, parce que justement, ce pantalon déchiré, sur le coup, effectivement, je ne l'ai pas remis dans la semaine qui suivait, mais je pense que je l'ai mis le mois suivant et il ne s'est rien passé. C'était ma façon à moi de me rebeller. très bien fait, j'aurais Mais fait bon, pareil. j'avais 18 ans, alors du coup, si je me faisais virer, c'était plus pareil. Ouais, Voilà. J'avais pas 12 ans, c'était non, c'est compliqué sûr. À 12 ans, je pense que j'aurais pas eu ce geste de rébellion, peut-être. Enfin, voilà. Voilà, du coup, je vais t'inviter à lire la poésie que tu as écrite pour poursuivre en douceur. Un décolleté, une jupe, un voile, un nombril, trop dénudés ou pas assez, ils veulent des habits appropriés. Sinon, pas de musée ni d'école. Ils analysent nos vêtements sans gêne, demandent des tenues républicaines. Pourtant, l'un de leurs saboles, Marianne, a le droit d'être en décolleté et de son corset se libérer. Mais nous, filles et femmes, nous êtres infâmes, pour ne pas susciter le désir, devons nous couvrir. Mais attention, pas trop non plus. Critiqués dans la rue, au travail, dans les transports ou encore à la salle de sport, nos corps ne nous appartiennent pas. Toujours le même combat. Portez juste ce que vous voulez. Ils peuvent aller se rhabiller. Bravo. Et, Génial. et ouais, effectivement, on arrive toujours au même combat. À la salle de sport, je sais pas, ça m'est jamais arrivé, mais effectivement, au Merci. travail, ça arrive encore. Moi, bah, justement, au sport, j'ai eu une réflexion parce que je mettais des t-shirts. Bah, forcément, les brassières, bah, ça remonte les seins. Donc, quand je mettais des t-shirts, on voyait mes seins, j'ai eu une réflexion. Genre, on m'a dit qu'il fallait que j'arrête de mettre des t-shirts d'un mec qui était à la salle, hein, pas du tout responsable de la salle de sport. Bon, là, je pense que je serais partie de la salle de sport. Mais c'est un mec qui s'entraînait aussi à la salle qui a dit que je devrais me couvrir parce que les gens dans la salle de sport disaient que on voyait mes seins. Ouais. Voilà. Donc voilà, c'est toujours, quel que soit le pays, il y a toujours des débats autour Mm. de cette question et c'est terrible de voir. Et même il n'y a pas longtemps sur Clubhouse, je suis rentrée dans une room, je ne sais pas si tu connais ce nouveau réseau social, euh, enfin voilà, c'est un réseau social basé sur la voix où tu rentres dans une salle, tu t'exprimes s'il y a un sujet, ou ça peut être un débat, ça peut être un cours ou n'importe quoi, ou une radio libre. Et effectivement, cette fois-ci, je suis rentrée dans la room, c'était un peu un débat qui était encore sur la tenue vestimentaire, c'était très embêtant, mais j'étais contente de parler avec des gens qui étaient des femmes, qui étaient d'accord avec moi, que c'est embêtant de devoir encore s'exprimer sur ce sujet en 2021. Donc, Ouais, c'est vraiment fatigant et puis surtout euh, de voir que eux, les hommes, peuvent se mettre torse nu dans la rue, et ben c'est pas grave, se mettre enfin, juste avec un short comme ça, c'est pas grave, ou juste un maillot de bain. Enfin, je, et il y aura jamais de critique. Enfin, même je vois mes amis quand ils peuvent s'habiller n'importe comment. Les seules petites critiques qu'ils auront, c'est alors que nous, c'est toujours des réflexions qui sont blessantes et, et qui, bah, oui, vraiment qui nous rabaissent. Et sur le moment, bah, on ne sait pas trop comment réagir. Alors enfin, moi, je sais qu'après, en général, j'ai juste qu'une envie, c'est hurler et m'énerver. Mais sur le moment, bah, je ne sais pas quoi dire. Bah, je me trouve bête, je me dis, bah, je sais pas. Même quand c'est dans la rue, la dernière fois, il y a un mec qui m'a dit, ah, t'as pas trop froid comme ça. ça ne me Oui, concerne que j'ai moi. juste un t-shirt. En fait, il fait chaud. Enfin, Ouais. Mais je sais pas comment c'est dans le sud, mais par contre, à Paris, ça m'est déjà arrivé de voir un homme qui s'est fait reprendre par
je sais pas si c'était la police à voler ou quoi que ce soit, parce qu'il était, en fait, en juillet, août, tu vois, il y a Paris-Plage, je sais pas si l'édition va reprendre cette année, mais qui s'est fait reprendre parce qu'il était en dehors des quais, donc de Paris-Plage, s'est fait reprendre parce qu'il était encore torse nu à l'extérieur, et ça fait plaisir à entendre, par contre. Mais dans le sud, je sais pas comment c'est finalement. Après, ça dépend, mais encore hier, je suis sortie en plein centre-ville. Pour ceux qui connaissent Toulouse, rue Saint-Rome, et il y avait 2 hommes torse nu comme ça qui marchaient tranquillement. Alors que dès qu'il y a des femmes avec des crop tops, là en ce moment c'est assez la mode d'avoir un bandeau, d'ailleurs c'est très joli, un bandeau juste et avec une veste, avec un blazer comme ça, et elles se font des body de haut en bas, quoi, avec des regards et parfois des réflexions. Enfin, alors que quand c'est des hommes comme ça. Et encore une fois, c'est le bandeau, je pense, c'est une reprise d'une mode des années 90 que je regardais, Alia ou d'autres artistes c'était le truc sport un peu, qui utilisaient ces petits bouts de tissu c'est pour justement, c'était, je sais pas si c'est une façon d'affirmer leur corps, mais pour moi, c'est tout simplement, si tu le mets, c'est pas juste pour te sexualiser ou pour revendiquer la liberté sexuelle ou quoi que ce soit, c'est juste parce que tu es bien dedans et que tu aimes bien. Voilà, c'est ma façon de voir les choses. Après, ça peut être interprété comme on veut. Non, moi, je suis plutôt d'accord avec toi. Enfin, moi, je sais que je m'habille en fait comme j'en ai envie, comme ça me plaît, comme je trouve ça joli et comme je me sens à l'aise en fait. Et il y a des choses qui me mettent en valeur et que je sais que j'avais créé justement aussi un point sur ça, parce que quand je sors dans la rue et que je suis toute seule et que je porte des vêtements que j'adore, mais que j'ai plein de réflexions, en fait, je me dis, ça m'enlève toute ma confiance en fait, que j'avais avant de sortir de chez moi, et que je me suis vue dans le miroir et que je me suis dit, là, je suis bien habillée, là, je me trouve belle, là, je me trouve superbe. Et après, je rentre chez moi, je suis là, bon, je suis pas si bien que ça, en fait. Enfin, c'est difficile, et puis surtout quand c'est des autorités, quand c'est des gens à qui on tient, que ce soit de la famille, des amis, qui nous font des réflexions, c'est d'autant plus douloureux. Et ouais, ça c'est quelque chose qui m'a toujours révoltée depuis vraiment, depuis très très longtemps, je pense, depuis que je suis petite. Je me suis vite rendu compte en fait que suivant comment on s'habillait, quand on était une fille bien sûr, on pouvait passer un très mauvais quart d'heure et qu'on devait. Enfin, moi, je sais que je réfléchis tout le temps, mais toutes les femmes, c'est pareil, qu'on réfléchit avant de sortir à comment on s'habille. Est-ce que ça, c'est approprié? Est-ce que, entre guillemets, en gros guillemets, est-ce que ça, c'est approprié? Est-ce que, avec ça, je vais pas me faire embêter? Mais enfin, c'est toujours pareil, hein, quand je sors avec un jogging et un sweat et qu'on voit absolument pas mes formes, j'ai quand même des réflexions. Donc, à un moment, on s'en fout. Le harcèlement sexuel, c'est pas forcément une mini-jupe. Le harcèlement de rue, en tout cas, excusez-moi, j'aurais dû dire ça. C'est pas forcément une mini-jupe, effectivement. C'est pas forcément parce que c'est un décolleté. Ça peut arriver à n'importe quelle heure, n'importe quel endroit. Et voilà, c'est un peu dommage de limiter nos options alors que finalement, on s'habille comme on veut, pas nécessairement pour provoquer, pas forcément pour séduire, mais parce que le matin, voilà, j'ai pas envie de réfléchir, j'ai ça dans mon vestiaire, dans mon placard, et c'est ça que j'ai envie de mettre. C'est pas parce que j'ai calculé quoi que ce soit, c'est pas parce que je veux une promotion canapé, c'est parce que c'est ce que je suis, c'est ce que je suis moi. Et ouais, il y a un autre poème en plus que j'ai vu que tu as écrit à ce sujet-là, justement sur la progression à 12 ans, 14 ans, 16 ans, interdit de dos échancré sur les côtés pour pas dévoiler son soutien-gorge, alors que c'est pas le cas pour les garçons. C'est un joli poème aussi qu'on aurait pu aborder, mais j'aimais bien celui sur le décolleté. Mais ouais, effectivement, il y a peu de choses qui changent. Oui, et puis je pense que ça ne changera pas d'ici là. Enfin, on le voit de toute façon au fil des siècles. Avant, les femmes ne pouvaient pas dévoiler leurs cheveux. Bon, certes, il y a eu une progression dans comment on s'habillait, mais je pense qu'il y aura toujours, quoi qu'on porte, de toute façon, il y a toujours des réflexions, ça va à personne. Enfin, je sais pas, il y en a qui disent que la solution, c'est avoir comment ça s'appelle, des uniformes à l'école. Je sais pas non plus si c'est forcément la solution, sachant qu'en général, c'est des jupes pour les filles
des pantalons pour les garçons et les jupes pour les filles tout l'hiver aussi. Je sais pas, franchement, je sais pas quoi penser de ça. Et puis, c'est vraiment révoltant de se dire que de toute façon, on est conditionné, qu'on n'a pas le droit de faire ce qu'on veut. Bah écoute, on va clôturer comme ça. Non, mais on a des choses positives à raconter quand même. Si, c'est sûr que sur ça, sur le féminisme, c'est jamais simple. Et quand j'écris des poèmes sur ça, ben, ça me pousse encore plus et ça me fait me rappeler des souvenirs, comme je disais, des 12 ans, les 14 ans. En fait, c'est des choses que j'ai pu vivre aussi. C'est pas forcément évident, mais il faut continuer. Et je sais que je continuerai à parler de ça parce que de toute façon, il y a tellement de choses à dire encore il y a tellement de choses à aborder. Mais après, ouais, sur le côté positif, c'est que ça fait bouger les choses. Il y a des choses qui bougent. Et moi, juste ce que j'espère avec mes poèmes, c'est que ça permet à des gens de ne pas se sentir seuls. Parce que je connais des gens qui ne parlent pas de ça avec leurs amis, qui ne parlent pas de ça avec leur famille. Et j'espère juste que ça peut éviter à des gens de se sentir seuls. Et ça peut aussi donner envie à des gens des arguments aussi. Enfin, moi, je sais qu'avant, je n'arrivais pas à m'exprimer. Je n'arrivais pas à trouver ces arguments sur le féminisme, sur ce que je voulais défendre. Donc, du coup, je m'énervais tout de suite et ça marchait pas. Sauf que maintenant, je sais que j'ai ces arguments-là et qu'en fait, j'arrive très vite à déconstruire ce que les gens me disent en face, quoi. Bah, que ce soit sur l'écriture inclusive, que ce soit sur le fait de garder son nom de famille aussi quand on se marie, sur tout ça, sur le harcèlement de rue, sur la manière de s'habiller. Et j'espère du coup que ça peut aider les gens aussi à avoir des petits arguments, à se dire, eh bien, tiens, en fait, je sais que je vais pouvoir répondre ça. Voilà, je pense que c'est bien de se révolter et de transmettre cette révolte aussi. Je suis d'accord. C'est aussi pour ça qu'on est dans cet épisode, qu'on construit cet épisode et qu'on essaye de parler d'un peu tous les sujets. Et même si c'est majoritairement du féminisme, mais j'invite les gens à regarder et à lire un peu ce que tu lis. Tous ceux qui ont un compte Instagram, ton compte, c'est émotionné-du-8 moi. Voilà, avec voilà, la moitié des textes plus ou moins sur le féminisme, des jolies illustrations et de quoi nourrir une belle réflexion. Et Louise, merci beaucoup pour ta participation. Merci à toi. Est-ce que tu as un mot ou est-ce que tu as une thématique à suggérer pour le prochain épisode? Une thématique, je sais pas, c'est l'été. Est-ce que... Libérez-vous. Ouais. Habillez, venez comme vous êtes, dans les bars, dans les restaurants, dans les musées. Exactement. Exactement. Et surtout s'en ficher du regard des autres. Et voilà, je sais que c'est pas simple. Il faut. Merci encore. Je te souhaite une très bonne soirée. Merci pour tous tes poèmes. Bon courage pour tes prochains écrits. J'espère que tu vas publier quelque chose très bientôt pour notre plus grande joie. Et je te dis à bientôt. Et merci à nos auditeurs de nous avoir écoutés. Pas comme ça. Tu sais que c'est pas fini. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à laisser une contribution à ma cagnotte Tipeee. Le lien est en description de l'audio. Tu pourras également le retrouver sur mon compte Instagram @bribes2minuit. Sinon, tu peux aussi partager cet instant de poésie, liker l'épisode et l'ajouter en playlist audio, ou encore en parler autour de toi. Belle soirée et à bientôt!